Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse numéro 87 consacrée à WrestleMania 22. Alors, plusieurs indications avant de commencer cette analyse. Je vous tourne ce moment la veille de la sortie de la vidéo. C'est très rare que je le fasse, mais il y avait une bonne raison, c'est que j'ai totalement oublié de vous tourner cet épisode. La semaine passée, j'ai tourné l'épisode 99 et je me suis dit, mais il manque quelque chose quand même. Je me suis dit, ah ouais, WrestleMania 22, ça sort dans une semaine, donc on va s'y mettre. Donc on va parler de WrestleMania 22 aujourd'hui. Quoi d'autre encore? Juste, petite indication, cette fois-ci je le fais au début de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je gagne les abonnés, je peux en gagner 20 en 2 semaines, je peux en perdre 30 en une semaine, enfin, c'est très irrégulier et c'est très frustrant dans le sens où je vous fournis quand même plusieurs vidéos par semaine et je me donne, alors que j'ai des études, bon là je suis en vacances, mais par exemple ces 2 prochains mois il y aura énormément de vidéos. Donc profitez de vous abonner, comme ça vous ne louperez rien et puis moi ça me ferait plaisir. Vous savez que mon objectif c'est d'arriver à 2000 abonnés et j'espère y arriver le plus rapidement possible. Et puis comme d'habitude je vous invite à liker cette vidéo si vous aviez aimé WrestleMania 22 ou à la disliker si vous l'aviez détesté. Voilà, donc premier match, préparez-vous, installez-vous parce qu'il y a 11 matchs dans ce pay-per-view, ça va être assez long. Premier match, Big Show et Kane battent Carlito et Chris Masters pour conserver leurs titres mondiaux par équipe. J'ai marqué dans un match moyen. Le selling est vraiment moyen et surtout celui de Carlito. Carlito d'ailleurs qui est ovationné durant le match. C'est assez étrange. Tant mieux pour lui à l'époque. J'ai marqué quelques botches aussi. Il y a une opposition de style. Alors déjà une opposition de style dans l'équipe Masters-Carlito. Masters c'est quelqu'un de plutôt technique. Carlito plutôt... on va dire il est varié dans ses prises. Une opposition de style qui peut bien marcher de temps en temps, mais contre Kane et Big Show qui sont 2 super heavyweight, ça ne marche pas du tout. Et on le voit dans ce match-là. Malgré tout, et malgré le fait qu'il y a 2 voire 3 super heavyweight, si on peut compter Masters comme ça, il y a un bon rythme. Et c'est presque un tornado match, plus qu'un normal tag team match, avec toutes les tricheries des heels, donc Carlito et Chris Masters. Et finalement, les heels vont perdre, et il y aura une tension après le match. J'ai marqué, vraiment, le match est moyen, ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais ils auraient pu faire aussi bien pire. C'est pour ça que j'ai donné la note de 5,5 sur 10. Deuxième match, Rob Van Dam bat Matt Hardy, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Finlay et Ric Flair pour devenir le deuxième homme de l'histoire à décrocher la mallette dans un Money in the Bank ladder match. J'ai marqué vraiment, c'est un des tout meilleurs avec énormément de bons spots. Je vais vous citer tous les spots après, mais je considère ce match comme l'un des meilleurs avec celui qu'on a eu cette année au niveau des hommes en 2017. Donc vraiment, pour moi, il fait partie des meilleurs. Et au niveau des spots, alors, il y en a une bonne fournée. J'ai marqué la chute de Ric Flair, donc la superplex de Matt du haut de l'échelle. On a le coup de... Alors, je sais pas comment on prononce, Shailelag, le truc, le sceptre de Finlay du haut de l'échelle sur Ric Flair qui va tomber. J'ai marqué déjà chapeau franchement, parce que le selling de Ric Flair, il s'en prend plein la gueule aussi. Et je dois l'avouer, même si j'aime pas Ric Flair est très bon dans ce match-là. Et son selling est meilleur que celui de Bobby Lashley. Oui, le selling de Ric Flair, que je critique tout le temps, est très bon dans ce match-là et meilleur que celui de Lashley. Autre spot, le side effect de Matt Hardy sur Finlay du haut de l'échelle. Alors, Van Dominator, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, lorsque Rob Van Dam, il va faire une espèce de saut chassé avec une chaise dans la main, je sais plus comment ça s'appelle. Donc sur l'échelle, lorsque Bobby Lashley montait tout en haut de l'échelle, il y a le 5-star frog splash de Rob Van Dam sur Finlay du haut de l'échelle. Et il y a aussi le leg drop de Matt Hardy sur Bobby Lashley du haut d'une échelle qui était dans le coin du ring. J'ai marqué vraiment, c'est énorme. Il y a Benjamin qui est tout aussi énorme, à chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est le cas. Chez Benjamin, j'ai hâte qu'il revienne à la WWE. Et j'ai marqué seul Bobby Lashley est en dessous. On voit qu'il n'est pas à l'aise dans ce match-là. Et je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, si on voit bien, alors je sais pas si vous l'aurez là dans l'analyse, mais si on voit sur la fiche du match, c'était comment dire ça, un participant mystère. Donc je pense pas que ce soit la meilleure idée d'avoir inclus Lashley dans un match comme ça, alors que lui il est bien bourrin. J'ai marqué énorme fin aussi, et j'ai marqué par contre 12 minutes. Ça c'est vraiment le gros défaut de ce match là. 12 minutes pour un match pareil, ça aurait mérité 20 très clairement. Et en supprimer d'autres de matchs dans la carte. Mais il fait partie des rares matchs qui sont bons pour moi dans ce pay-per-view. D'où ma note, un 9,5 sur 10. Troisième match, JBL bat Chris Benoit pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un match encore une fois assez moyen. Le public est en forme, je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais du début à la fin, on a un bon public et je crois que c'est à Chicago, donc ça m'étonne pas. Je veux dire, Chicago, ça a toujours été, ça a toujours eu une bonne réputation
à ce niveau-là. Mais sur le ring, c'est pas ça du tout. Le rythme est horriblement lent et pourtant on a quand même si JBL n'est pas un des meilleurs lutteurs, on a Chris Benoit qui est quand même assez bon. Il a toujours été bon tout au long de sa carrière. Et il y a eu plusieurs hommages à Eddie Guerrero, plusieurs hommages et plusieurs moqueries aussi de la part de JBL. Il faut savoir que Eddie Guerrero, on l'associe principalement forcément à Chavo et Vicky, à Rey Mysterio vu que c'était son pote, et à Eddie Guerrero à la suite de WrestleMania 20. D'ailleurs la review de WrestleMania 20 est déjà tournée et elle sortira pour l'épisode 90. Voilà, il y aura un petit coup de cœur que je ferai à la fin par rapport au main event, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais Eddie Guerrero est vraiment associé à Rey Mysterio et à Chris Benoit. Donc le fait de faire des moqueries de JBL envers Eddie Guerrero, ça permettait justement à Chris Benoit de mettre un petit coup en plus dans ce match-là. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que on se moque d'Eddie Guerrero qui est décédé. Forcément, si vous ne l'avez pas compris, il était décédé durant l'année 2005. Donc JBL se moque de Guerrero et c'est lui qui gagne le match. Alors je m'y attendais pas. Moi d'ailleurs j'avais souvenir que c'était Benoit qui conservait son titre et finalement pas. Et j'ai marqué le finish par petit paquet et une triche de JBL en contrant un crippler crossface. Donc il va retourner, il va céder des cordes, il gagnera comme ça. J'ai marqué le match n'est pas transcendant, mais le côté fourberie avec les moqueries d'Eddie Guerrero, ça rajoute un truc. Mais franchement ils auraient dû faire gagner Benoit. Je suis d'accord que c'est fini le pays des bisounours à la WWE, même en 2006 c'était déjà fini. Mais pour le symbole, j'aurais fait gagner quand même Chris Benoit. Voilà, ça c'est juste mon point de vue. Concernant le match, j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Quatrième match, Edge bat Mick Foley dans un match hardcore surréaliste. Vraiment, c'est ce qu'on voulait voir d'ailleurs, et je l'ai très bien marqué. C'est ce qu'on aurait voulu voir à WrestleMania 32 entre Brock Lesnar et Dean Ambrose. Et on a eu une blague à côté de ce match-là 10 ans après. Ce match est énorme. Les deux sont énormes. Les deux finissent en sang. Il y a des punaises, des chaises. Il y a Barbie, donc la batte avec les fils barbelés de Mick Foley qui a été utilisée. Il y a l'intervention de Lita également en fin de match. Et puis le finish incroyable avec la table en feu. Au bout d'un moment, ça joue avec, alors je sais pas si c'est de l'essence, mais quelque chose qui fait flamber, je pense que c'est de l'essence. Et au bout d'un moment, Lita va frapper Mick Foley avec Barbie, va mettre la table en feu. Et vu que Mick Foley était sur l'apron du ring, il voulait retourner sur le ring justement avant l'intervention de Lita, Edge qui était encore sur le ring va lui faire un spear à la manière de Big E, comme on voit actuellement. Donc il va passer à travers les cordes sur Mick Foley et les deux vont tomber sur la table. C'est énorme. J'ai mis 10 sur 10, ça ne le mérite pas. Objectivement, ça ne le mérite pas. Je sais faire la différence des choses. Il y a 2-3 quand même défauts dans ce match-là. D'où le temps. Je crois que ça dure 14 minutes. Je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'est 14 minutes. Pour moi, ça aurait mérité un petit peu plus. D'ailleurs, un match hardcore, ça fait plaisir à voir. Mais j'aurais peut-être mis 9, 9,5. Donc, je mets une note subjective. Je mets 10 sur 10. Parce que, contrairement au troisième match, là, ça m'a totalement transcendé. Cinquième match, Boogeyman bat Booker T et Charmel dans un match handicap. Alors, j'adorais le Boogeyman, je déteste le match. Comment peut-on mettre un match pareil juste après le hardcore match? Je comprends pas les idées à l'époque. Je déteste. Il n'y a rien à dire. C'est détestable. Seulement 3 minutes. Le seul bon côté, c'est de voir Boogeyman embrasser Charmel avec les verres dans la bouche. Sinon, il n'y a rien du tout. J'ai mis 4 sur 10 et je suis encore généreux. Sixième match, Mickie James bat Trish Stratus pour devenir la nouvelle championne féminine. Dans un match correct, vraiment, malgré qu'il y ait énormément de botch de Mickie James. Sans ça, elle aurait mérité un 7 facile. Et dont le finish d'ailleurs, elle se loupe dans sa prise de finition. Bon, vous allez me dire, c'était une rookie, peut-être qu'elle avait la pression, c'est son premier WrestleMania, en plus elle gagne le titre. Ok, donc on va mettre ça sur le compte de son inexpérience. Mais ça me dérange parce que non seulement le public la soutient énormément, tout le monde est derrière Mickie James alors que c'est la heel. On a une rivalité qui est énorme avec une Mickie James qui a harcelé Trish Stratus, qui voulait sortir avec, il y avait une histoire d'homosexualité entre les deux, mais c'était vraiment bien tourné franchement. Et Mickie James c'est folle, c'est la AJ Lee quelques années avant. Et le geste qu'on a, le geste qu'on a durant le match de Mickie James, franchement, c'est parfait, c'est dommage. Franchement, on n'a pas un match qui est ouf, mais on aurait pu avoir un match qui était plus que correct s'il n'y avait pas eu les botches de Mickie James. Je marque bon rythme aussi, j'ai mis 6 sur 10, qui est pile ma moyenne. Continue avec les matchs détestables. Undertaker bat Mark Henry dans un mauvais casquette match de 9 minutes. J'ai marqué match ultra lent et proposant rien hormis un World's Strongest Slam et un saut de l'Undertaker par-dessus le cercueil
donc sur Marc Henry qui était de l'autre côté, enfin entre le ring et Marc Henry il y avait le cercueil, donc l'Undertaker est passé au-dessus, voilà c'était beau, il y a un tombstone pile driver, sinon il n'y a rien, il n'y a pas de prise, c'est nul, il n'y a rien. 9 minutes, le but c'est de mettre, encore une fois je comprends pas cette stipulation, comment elle peut avoir lieu à WrestleMania, je crois que c'est le premier et le seul, je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est le seul casquette match de WrestleMania. Moi je trouve qu'un casquette match ça va en weekly, pas en pay-per-view, et encore moins dans un WrestleMania, je trouve la stipulation juste ridicule. Oh, je vais te mettre dans un cercueil et je vais fermer le cercueil, c'est vrai que tu peux pas sortir quoi. Autant le bureau de live match c'est une idée de génie, autant le casquette match pour moi il n'y a vraiment rien à en retirer. J'ai mis 4 sur 10 encore une fois et je me trouve encore une fois très généreux. 8ème match, Shawn Michaels bat Vince McMahon dans un no holds barred match. Et franchement, ce match de 14 minutes est une destruction totale de Vince McMahon. Donc est-ce que ça mérite un 10? Clairement pas. Il y a mauvais selling de Vince, il y a plein de botches, le rythme est horrible, donc non, clairement pas. Est-ce que je vais mettre 10? Oui, vous le voyez, j'ai mis 10, c'est totalement subjectif et ça ne le mérite amplement pas, mais j'ai envie de le faire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je trouve que cette rivalité, hormis le fait que ce soit ma préférée avec ce qu'on connaît par la suite, le DX contre les McMahon et DX contre ATZRKO, pour moi c'est un peu plus d'un an de génie. C'est ma première rivalité, c'est ce qui a fait que j'ai mis DX. Donc c'est ma rivalité préférée, mais hormis ça, on n'a plus de rivalité qui donne à ce point de choses à la WWE aujourd'hui. C'est plein d'émotions, c'est incroyable. Chaque semaine, j'attendais juste de voir cette rivalité. Je regardais sur RTL 9 et je voulais voir la rivalité entre les McMahon et la DX. Et encore une fois, on voit avec les interventions du Spirit Squad, Dolph Ziggler me fait bien pitié là à ce moment-là, dire que ce mec-là va devenir champion du monde poids lourd et il serait un des meilleurs lutteurs. Au bout d'un moment, à la WWE, c'est incroyable. Il y aura l'intervention de Shane McMahon, enfin bref. Pour moi, c'est incroyable. J'ai pas besoin de me justifier, j'ai le droit d'aimer des matchs. Et cette rivalité et ce match-là en fait partie, je mets 10 sur 10. Et je pense que, très sincèrement, sur mon point de vue, sans mes critères, ça le mérite amplement. 9ème match, Rey Mysterio bat Kurt Angle et Randy Orton pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Dans un match, franchement, pas mauvais. Avec beaucoup de défauts quand même. Mysterio réalise son rêve, franchement. Mais il le réalise aussi avec beaucoup de botch et c'est dommage. Il devient champion du monde poids lourd pour la première fois sur 2 de sa carrière. Il aura aussi un titre de la WWE plus tard, je crois, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'était vraiment son premier titre majeur et c'est dommage que ce soit fait sous ces conditions. Déjà j'avais souvenir que ce match là était le main event et ensuite ce match dure 9 minutes. Il est ultra rapide, donc du coup forcément le rythme est très bon, comme je le dis, c'est ultra rapide, c'est très bon. Mais du coup, ils ont déjà tout proposé en 10 minutes parce que c'est un match triple menace. Et un match triple menace, déjà c'est rapide, mais ils ont augmenté le rythme durant tout le match. Et du coup, c'est bien, mais du coup ça se termine trop tôt. Et le selling suit, c'est-à-dire que on peut pas avoir un match ultra rapide avec 3 lutteurs sans qu'il y ait un selling dégueulasse. Enfin, je veux dire, il y a un 619, Kurt Angle, il va se relever au bout de 30 secondes parce qu'il a besoin d'être là. Donc oui, ça pose problème à mon sens. Maintenant, au niveau du match, j'ai marqué Kurt Angle domine et fait taper Mysterio et Orton, mais les deux vont empêcher l'autre de taper en fait, parce qu'ils vont distraire l'arbitre justement pour pas que ce dernier voit justement le lutteur qui tape. Donc Kurt Angle gagne 2 fois dans ce match-là. Mais finalement c'est Mysterio qui va faire son 619 sur Randy Orton et gagner le match et donc réaliser son rêve. Voilà, pour moi c'est dommage, ça aurait mérité le main event, ça aurait mérité plus de temps. Et surtout pour un match comme ça, alors qu'on avait Chris Benoit qui a remporté le titre poids lourd 2 ans avant et qui a fini dans le main event dans un match triple menace aussi. Donc il y a eu plein d'hommages à Eddie Guerrero et cette fois-ci dans le bon sens du terme dans ce match-là. D'ailleurs à la fin, Rey Mysterio va célébrer avec Chavo et Vicky. D'ailleurs on les avait vus plutôt dans le show parce que Eddie Guerrero était introduit au Hall of Fame. Mais je trouve que c'est pas à la hauteur. Pour moi, c'est pas à la hauteur. Ça aurait mérité le main event, comme j'ai dit, et bien 20 minutes à l'instar d'un John Cena Triple H que je vous parlerai plus tard, qui était dans le main event. Voilà. Donc j'ai donné un 6,5 sur 10, mais je trouve ça inadmissible d'avoir un match comme ça. Pour moi, ce match aurait pu être un 10 sur 10, mais ça ne l'est pas, et c'est dommage. 10ème match, Torrie Wilson avec le thème de Michelle McCool puis avec le thème de Layla. Donc déjà bravo la WWE pour l'originalité, ce thème est un thème poubelle, c'est dommage. Bah Candice Michelle dans le tout premier Playboy, et je crois que c'est le seul, Playboy Pillow Fight match. Donc oui, elles se battent en lingerie avec des coussins, tout ce qu'on aime, match détestable. Et j'ai marqué Torrie Wilson à l'époque, elle gagnait tous les matchs, mais elle est juste surcotée du cul.
Je veux dire, je déteste, je trouve qu'elle a aucun charisme, qu'elle ne sait pas lutter. Vous allez me dire Candice Michelle, c'est pas beaucoup mieux. Mais Thor Wilson, je crois qu'à chaque match que j'ai vu, elle gagne. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions quand même. Donc j'ai mis 0,5 sur 10 parce que je suis un petit peu pervers et que j'ai bien aimé voir Candice Michelle à moitié à poil. Mais ce match mérite très clairement un 0 sur 10. Hein. Et enfin, le main event, John Cena bat Triple H pour conserver son titre de la WWE dans un bon match pour clôturer ce show-là. Pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de jauge où les deux vont regarder un petit peu, vont se tester l'un l'autre. Il y a une phase qui se passe à l'extérieur du ring. Il y a une phase brutale et rapide qui est dominée par, enfin qui est en tout cas menée par Triple H, ce qui paraît logique. Il y a une phase de soumission et je comprends pas pourquoi elle arrive après la phase brutale parce que ça pète le rythme. Et c'est pour ça que j'ai mis 0,5 je crois pour le rythme. Et la phase finish qui est très très bonne. On va avoir, et d'ailleurs c'est ce que j'ai marqué, elle est magique. On aura un Shero Shot. Comme je l'appelle, vous savez, un coup dans les parties intimes de Triple H sur John Cena et l'arbitre sera à terre. On aura forcément, vu que l'arbitre sera à terre, le Sledgehammer qui sera utilisé et Triple H va réussir à utiliser sur John Cena qui, donc le tombé n'arrivera pas jusqu'à 3. On aura un double A et un STF. Et la période du STF est très bonne, je trouve. Parce que John Cena va essayer de faire taper Triple H et Triple H va tomber dans les vapes. Et vous savez qu'à l'époque, ça se fait plus maintenant, mais on prend le bras. Et s'il tombe 3 fois, enfin l'arbitre va prendre le bras de la personne qui est soumise, et si le bras tombe 3 fois par terre, l'arbitre abandonne, enfin fait abandonner le lutteur. Et là en fait, on a Triple H qui, au bout de la 3e fois, va revenir et pas tomber par terre, mais il va quand même taper. Et je trouve qu'au niveau du suspense, c'est très bon. Peut-être qu'on reste un petit peu sur notre fin, mais j'ai jamais vu ça en fait. Et c'est inédit et ça me plaît. Et je trouve qu'au niveau du suspense, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai marqué le match très bon, 9 sur 10. C'est la note que j'ai mise, et il fait partie des... Encore une fois, rare bon match de ce pay-per-view. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 11, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,41 sur 10, donc plus mauvais WrestleMania ever. Même le 20, je l'ai fait, je l'ai déjà tourné à une note bien meilleure, et le 21, je pense qu'il aura une note bien meilleure aussi. Donc, WrestleMania 22 est pire que WrestleMania 28. WrestleMania 28 est à 6,43 pour vous dire, donc les deux se ressemblent, mais celui-là pour moi est clairement le pire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. N'oubliez pas le like et le dislike si vous avez aimé ou non ce pay-per-view. À mettre un commentaire, me dire encore une fois, oui Jordan, je suis pas d'accord avec toi, ou bien tout simplement me dire votre avis sur ce pay-per-view. Et à vous abonner, encore une fois, je vous le rappelle, objectif 2000 abonnés. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.